Bienvenue dans cette nouvelle web-série où nous allons parler des crises économiques. Pourquoi parler des crises économiques? Tout simplement parce qu'elles nous donnent énormément d'indications sur comment gérer notre crise actuellement. Parce que oui, on apprend de nos erreurs, mais quand même pas très rapidement. La première crise dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est la crise de 1929. On va voir son contexte, le crash en lui-même et surtout comment les pays, les États ont réussi à surmonter tout ça. Le contexte est assez simple. Nous venons de passer les années folles, 1920, c'est-à-dire que on vient de gagner plus ou moins la Première Guerre mondiale, même s'il y a énormément de reliquats qui vont nous amener sur la seconde. On n'est pas là pour parler de ça. Il y a énormément d'industries qui commencent à s'implanter partout, c'est vraiment l'ère industrielle. Si bien que par exemple, on crée une entreprise de papier toilette en 1922, puis en 1924 juste à côté, puis 1926, pourquoi? Parce que finalement on apprend énormément de nos retours d'expérience sur l'industrie et on arrive à créer plus rapidement, moins cher et avec moins de personnel. Avec cette industrie grandissante, il faut savoir qu'il y a une décorrélation qui commence à se créer entre l'offre et la demande. Il y a beaucoup plus finalement d'offres que de demandes. On est dans une ère industrielle, on ne sait pas trop comment ça marche encore, donc on sort plein de papier toilette, mais finalement en face, les gens n'ont pas besoin d'autant de papier toilette. Et pour finir, il y a un dernier aspect qui est très important, c'est la notion de crédit. On commence à voir sur les marchés financiers la possibilité d'acheter des actions à crédit. Pour conclure, on est dans une situation industrielle très forte, mais où il y a une décorrélation finalement entre l'offre et la demande, et en plus de ça, on a des marchés qui sont en bulle, c'est-à-dire qu'ils sont totalement décorrélés de marchés traditionnels, grâce finalement à ces actions qu'on peut acheter à crédit. Avant de parler du crash en lui-même, ou en tout cas pour faire la transition, je vous propose ce petit graphique. Finalement, quand on dit acheter à crédit, c'est pas grave. Ça veut dire que tant qu'on gagne de l'argent, d'accord, tout va bien, parce qu'on peut réutiliser cet argent pour reprendre des crédits, attendre que ça corrige un petit peu, et recommencer, et tant qu'on gagne des bénéfices, on reprend des crédits, et on recommence. Un petit peu comme l'effet de levier aujourd'hui. Et finalement, tant qu'on arrive à des corrections qui sont acceptables, qui restent dans la tendance, tout va bien. Par contre, là où il se passe un petit quelque chose, c'est quand finalement un ou deux acteurs, et je vous jure qu'il n'y en a pas plus pour la crise de 1929, décident de retirer leurs sous. Ils retirent leurs sous parce qu'ils commencent à comprendre que l'industrialisation c'est bien, mais qu'il commence à y avoir finalement une dérive entre l'offre et la demande. Ils commencent à voir que finalement ces actions à crédit ne sont pas géniales par exemple. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils retirent leurs fonds. Et là, quand ils retirent leurs fonds, ils arrivent à un moment où là, c'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'on commence à liquider les positions des copains. Et là, ça ne va plus. Non seulement vous avez un effet de vendeur, mais en plus de ça, vous avez un effet de liquidation de position, parce que oui, les crédits, vous devez les rembourser à un moment ou à un autre. Si bien que tout s'accélère très rapidement quand les vendeurs finalement, il n'y a plus d'acheteurs sur le marché, tout le monde essaye de vendre. Donc non seulement il y a un volume de vendeurs, mais en plus à chaque fois qu'il y a un volume de vendeurs, il y a des liquidations de position à chaque fois qu'on touche les stops du copain. En 6 jours, les volumes augmentent de x4. Je vous rappelle qu'on est en 1929. On ne parle pas d'ordinateur là où on clique sur des boutons. C'est des personnes à Wall Street avec des papiers à la main qui essayent de liquider leurs titres. Alors certes, ils y arrivent, mais vous avez compris qu'il y a cet engouement et en moins de 6 jours, c'est fini. Le jeudi noir, on l'appelle. C'est le jeudi 24 octobre 1929. Vous avez compris ce qui s'est passé. Pendant 6 jours, tout le monde cherchait à liquider ses positions, si bien que le jeudi noir, c'était même plus la peine. Il n'y avait plus personne. Plus d'entreprise. Les premiers à couler, finalement, ce sont les grands spéculateurs qui se sont mis sur les marchés, suivis de très près par les courtiers, qui leur prêtaient finalement ces actions à crédit, et puis pour finir, les banques, qui prêtaient l'argent. Le deuxième groupe à suivre, ce sont finalement ces industries miroirs. Papier toilette, papier toilette, papier toilette. Il faut énormément d'argent pour mettre une industrie sur place. Tant qu'elles étaient boostées par les marchés finalement économiques, c'était très bien. Mais maintenant qu'elles ne sont plus soutenues par ces marchés, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, les sociétés sont livrées un petit peu à elles-mêmes avec une demande qui était déjà
pas forcément ce qu'elles attendaient, mais qui vient un petit peu plus de chuter à cause de la fermeture des banques, des courtiers et des gros spéculateurs. En plus de ça, il y a la montée des taux. Les banques, qui justement, dont certaines se sont fait liquider, les autres augmentent les taux d'intérêt des crédits de leurs clients. Leurs clients, ce sont justement les sociétés qui sont fortement endettées. On vient de l'expliquer, non seulement il y a les sociétés miroirs qui ont coulé, mais en plus de ça, il y a des secteurs comme l'automobile qui sont obligés de mettre énormément d'argent sur la table pour créer les premières voitures. Et bien celles-ci vont en pâtir vraiment beaucoup sur les marchés. Vous avez compris, on est arrivé à un stade où la crise alimente la crise. Des sociétés ferment, créent du chômage, plus de consommation, des sociétés ferment, chômage, ainsi de suite. En 1933, on attend 25% de chômage aux États-Unis et on va même monter jusqu'à 42% de chômage en Allemagne. La situation est critique. Le monde est au plus bas. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce que finalement les États ont mis en place pour sauver la crise. Et je vais me permettre de faire un parallèle avec notre crise actuelle et voir quelles sont finalement nos possibilités. Ça peut nous servir par exemple pour investir sur les marchés, savoir où placer nos billes, savoir à quoi nous attendre finalement. La première chose, c'est les mesures de protectionnisme. C'est-à-dire qu'avant, dans le passé, il y a eu des embargos. On a augmenté de façon énorme les frais de douane pour protéger nos industries locales. N'oubliez pas, papier toilette, papier toilette, papier toilette. Et bien du coup, au lieu d'acheter du papier toilette trop loin, on ferme nos frontières, on taxe énormément le papier toilette finalement des copains, et du coup il nous reste notre papier toilette. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué finalement de limiter les accès à un monde qui est complètement libre. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on dit. Bien sûr, la Chine ne se gêne pas pour le faire, la Russie, ou même encore les États-Unis. Mais c'est mal vu, on va vous montrer du doigt, et c'est pas forcément ce qui est à retenir. Mais on voit quand même qu'il y a une limitation finalement des mouvements de population. Alors je sais ce que vous allez me dire, mais c'est la crise de la Covid. Mais attention, je vous parle bien de la crise économique ici, présentement, qui a commencé en 2018-2019 avec des taux très bas, des injections qui ont commencé à soutenir les marchés. C'est bien qu'il y a quelque chose qui n'allait pas si finalement les banques fédérales ont commencé à soutenir le marché avec les injections. Mais c'est vrai que dans notre société actuelle, le comparatif est un petit peu lointain. Passons à la deuxième solution. Les États se mettent à soutenir massivement la situation économique et la situation industrielle. Aux États-Unis, par exemple, il y a le New Deal, c'est-à-dire qu'on essaye de soutenir nos industries en limitant leur production, en remerciant cette limite de production, et du coup pour essayer d'équilibrer l'offre et la demande. C'est ce qu'on appelle le capitalisme étatique, c'est-à-dire que chaque État fait du capitalisme, mais en local, en mode vraiment pour se protéger. Bien sûr, je suis obligé de parler de l'économie de guerre. Certains pays, comme l'Allemagne ou le Japon, ont choisi cette direction. Montés au pouvoir du fascisme, leur résolution c'était de donner du travail à tout le monde et ils se sont orientés vers une économie industrielle, certes, mais de guerre. Aujourd'hui, on peut voir que les médias nous martèlent un petit peu avec une sortie de la crise qui serait éventuellement justement la transition écologique. Ça serait dire que les États, en tant que tels, investiraient, parce qu'ils peuvent emprunter de l'argent pratiquement gratuitement aujourd'hui aux banques centrales, pour justement appuyer ce secteur-là. Je ne dis pas qu'il faut investir ou non sur ce secteur-là, ce n'est pas un conseil d'investissement. Par contre, clairement, il y a fort à parier que dans les années à venir, il y ait encore cette transition écologique fasse monter des sociétés ou des startups pour trouver des solutions et que de l'argent sera mis sur la table. C'est intéressant de le savoir pour se dire, ok, sur une échelle de 3, 5 ans, la transition écologique, je vais voir comment ça évolue. Est-ce que les voitures électriques vont relancer par exemple le secteur de l'automobile? Est-ce qu'on va relancer le secteur de l'énergie, c'est-à-dire diminuer un petit peu l'énergie à travers des sociétés capables de nous construire des panneaux solaires ou des éoliennes beaucoup plus propres, beaucoup plus rentables? À voir, en tout cas ça va être avec des secteurs à surveiller. Je pourrais bien sûr ajouter l'hydrogène et toutes les matières premières qu'on peut trouver finalement ou qu'on va se mettre à exploiter parce qu'elles sont moins chères. Et le troisième point finalement à échanger et à faire
ce petit parallèle, ce sont les protections sociales. Après la crise, après la guerre, il y a énormément de protections sociales qui sont mises en place. Il y a des syndicats qui permettent finalement aux employés de gagner en rémunération. On ne parle plus d'austérité salariale à ce moment-là, on parle vraiment de force des syndicats très forts qui sont capables d'augmenter les salaires des employés. Ces salaires donnent finalement une marge de vie beaucoup plus agréable qui permet de consommer. Qui dit plus de consommation dit plus de demande, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On peut parler de chômage ou de couverture sociale, parce qu'il faut savoir qu'avant, au moment de la crise, lors du chômage de 1929, malheureusement, quand vous êtes au chômage, vous n'avez le droit à rien. Il faut vous débrouiller comme vous pouvez. Et si on fait le parallèle avec aujourd'hui, les médias nous parlent encore de revenu universel. Est-ce que c'est la solution? Je ne suis pas là pour débattre. Je suis juste là pour vous mettre en évidence qu'entre le passé et aujourd'hui, on peut en tirer des leçons, des secteurs où on peut éventuellement croire, commencer à investir dessus, à retranscrire ces billes pour essayer d'être tout simplement, avoir un portefeuille d'investisseurs, avoir une vision d'investissement beaucoup plus résistante à cette crise. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous allez pouvoir en tirer des leçons de la crise de 1929 pour adapter votre portefeuille et vos investissements finalement à la crise économique sans précédent sur laquelle nous sommes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de votre capital. Allez, ciao.